auditeurs et auditrices de Radio Djena, ravi de vous retrouver sur la radio pour tous dans votre émission dédiée à la lutte contre le coronavirus. Je suis Djiboliette Vijapedo. Nous recevons aujourd'hui professeur Anoumou Danyara. Il est bactériologue, virologue et chef du programme national de lutte contre le sida. Professeur, bonjour. Bonjour madame et bonjour à vos auditrices et aux auditeurs. Bienvenue dans notre émission. Alors qu'un traitement en guérison du virus est annoncé, je vais parler des médicaments, des combinaisons utilisées depuis que le virus est apparu dans le monde et au Togo. Il y a également des vaccins qui ont fait surface. Pourquoi il existe aujourd'hui, professeur, plusieurs vaccins candidats? Alors, il y a pas de. On parle de vaccin candidat quand le vaccin n'est pas encore validé pour être utilisé. D'accord. On est en train de faire la recherche pour arriver à évaluer le vaccin, à dire si c'est bon ou pas. Il y a des vaccins candidats qui sont en cours d'évaluation. Il y a plus d'une vingtaine qui sont en cours d'évaluation. Et il y a des vaccins qui sont acceptés, qui sont retenus, dont les efficacités sont connues. D'accord. Et ces vaccins sont aujourd'hui nombreux. On peut en citer Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V, le vaccin Sinopharm, etc., qui sont des vaccins déjà disponibles et utilisables pour lutter contre Covid-19. Comment expliquer qu'il y a plusieurs vaccins autorisés aujourd'hui? Il y a plusieurs vaccins parce qu'il y a ce qu'on appelle plusieurs mécanismes ou méthodes pour arriver au vaccin. Alors, quand je prends le vaccin Pfizer ou Moderna, eux, ils vont utiliser uniquement ce que nous appelons l'ARN messager. D'accord. Il y a des vaccins qui vont utiliser un bout du virus qu'on va mettre dans un autre virus qui ne donne pas de maladie et dans l'organisme va reproduire un peu la maladie et arriver à la production des anticorps. Au bout de fil, quelle que soit la méthode utilisée pour produire le vaccin, l'objectif final est la production d'anticorps neutralisants qui vont essayer de lutter contre l'infection à coronavirus. D'accord. Donc la finalité est la même, mais c'est la technique pour y arriver qui diffère d'un fabricant à un autre. D'accord. Et c'est connu, c'est pas nouveau. Toutes ces techniques, la plupart ont déjà été utilisées contre les autres virus ou pour produire des vaccins contre les autres virus. La nouvelle technologie, c'est les vaccins ARN messager qui a été évalué sur d'autres virus, mais qui est disponible aujourd'hui pour le Covid-19. Professeur, vous parlez tout à l'heure de vaccins à ARN messager. Comment cela fonctionne? Alors, l'ARN messager, c'est un produit qu'on injecte dans l'organisme. D'accord. Et cet ARN va être lu par nos cellules de l'organisme comme un ARN messager. Qu'est-ce que l'ARN messager fait? L'ARN messager, quand l'organisme le voit, il va le traduire en protéine. Et cette protéine, c'est la protéine du virus. Et donc, la protéine virale est considérée par l'organisme comme un antigène. D'accord. Et l'organisme va réagir en produisant des anticorps. Voilà, c'est la stratégie. Donc, on donne de l'ARN messager qui est traduit en protéine. L'organisme voit la protéine comme un antigène du virus et produit des anticorps spécifiques. Voilà. Alors, au Togo, on évoque le vaccin AstraZeneca comme premier choix d'abord. Il se situe dans quelle catégorie, selon vos explications? Alors, le vaccin AstraZeneca, c'est ce qu'on appelle un vaccin vecteur. C'est-à-dire qu'on va prendre un bout du virus, notamment l'ARN messager dont on parle, on va le mettre à l'intérieur d'un autre virus qui ne donne pas de maladie. Et dans l'organisme, ce virus va faire la même chose, c'est de produire en quantité cet ARN messager qui va être lu pour être transcrit en protéines. Et cette protéine va être considérée par l'organisme comme un antigène pour développer les anticorps. Comme je l'ai dit au départ, quelle que soit la technique utilisée, la finalité, c'est d'arriver à une protéine virale considérée par l'organisme comme un antigène
et l'organisme va réagir pour produire des anticorps. Donc, pour répondre plus simplement à votre question, c'est un virus, un vaccin qu'on appelle un vaccin vecteur. Un vaccin vecteur, c'est-à-dire on va prendre un bout du coronavirus qu'on va mettre dans un autre virus qui ne donne pas de maladie. Et dans l'organisme, ce virus va multiplier le bout du virus du coronavirus qu'on lui a mis dedans. C'est-à-dire des anticorps pour pouvoir protéger l'organisme. La réaction de l'organisme, c'est de produire des anticorps contre ce bout du virus qu'on a injecté. Pourquoi ce choix de vaccin au Togo? Le choix du vaccin AstraZeneca? Oui, AstraZeneca. Bon, je rappelle qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le vaccin Pfizer, Moderna, qui utilise la technique ARN messager. Il y a les vaccins Sputnik V, le vaccin AstraZeneca et le vaccin Sinopharm qui utilisent la même technique de vaccin vecteur, utilisant un virus vecteur. Alors, il ne faut pas penser que le Togo va recevoir uniquement le vaccin AstraZeneca. Il y a d'autres vaccins qui arriveront forcément. Aujourd'hui, c'est ce vaccin qui est disponible. Parce que vous savez que pour avoir accès au vaccin, ce n'est pas facile. Si vous suivez les informations, c'est une lutte acharnée de tous les jours. Donc, le vaccin qui arrive, en tout cas, les premières doses qui vont arriver au Togo, ces vaccins ont été donnés dans le cadre de l'initiative COVAX. L'initiative COVAX, c'est une plateforme pour les pays, disons, dits entre guillemets pauvres, qui n'ont pas les moyens pour s'acheter les vaccins et on leur offre 20% de leurs besoins nationaux. Maintenant, quand vous allez sur la plateforme, vous pouvez aller, c'est un site, il y a un site internet sur lequel vous pouvez aller pour l'initiative COVAX. On aligne tous les vaccins qui sont disponibles. On vous demande, vous cochez les vaccins que vous voulez. Ce dont vous avez besoin. D'accord. Voilà, selon vos besoins. Le Togo a coché aussi bien Pfizer que AstraZeneca, que les autres vaccins qui sont disponibles sur cette plateforme. D'accord. Pour le moment, en termes de disponibilité, de fabrication, c'est le vaccin AstraZeneca qui est disponible et c'est ça qu'on nous a donné. D'accord. Voilà. Alors, mais il y a une réticence sur l'utilisation de ce vaccin, surtout concernant les effets secondaires relevés dans certains hôpitaux de la France et à l'Afrique du Sud également, qui a décidé de ne plus utiliser ce vaccin. Mais est-ce que ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour le Togo? Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut pas commettre cette erreur-là. Le vaccin AstraZeneca est un bon vaccin. L'Angleterre a vacciné aujourd'hui plus de 15 millions de personnes. L'Angleterre a utilisé plus de 13 millions de doses du vaccin AstraZeneca. L'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, tous ces pays utilisent aujourd'hui le vaccin AstraZeneca. Mais pourquoi ce vaccin ne serait pas bon pour le Togo? Je suis d'accord que l'Afrique du Sud a dit, moi pour l'instant je n'utilise pas ce vaccin. La raison, c'était quoi? En Afrique du Sud, ils ont identifié un variant, c'est-à-dire un variant de Covid, c'est-à-dire le virus a changé, a été modifié un peu chez eux. Et quand on a testé ce virus par rapport au vaccin, on se rend compte que le vaccin AstraZeneca n'est pas suffisamment efficace sur le variant. Sur le variant. D'accord. C'est cette raison qui pousse aujourd'hui l'Afrique du Sud a dit, puisque dans mon pays, le virus qui est responsable de l'infection chez moi, ce virus ne répond pas à ce vaccin, je ne peux pas l'utiliser, ce qui est logique. Mais cela n'enlève en rien du tout l'efficacité de ce vaccin. La preuve, il y a plus de vols par avion, pas voler, vols entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud, entre l'Afrique du Sud et le Togo. Les Sud-Africains vont tous les jours en Angleterre. Et donc, si on comprend bien, c'est parce que le Togo n'a pas enregistré de variant, ce variant pour sud-africain. Pour l'instant. Voilà pourquoi vous avez décidé de prendre l'AstraZeneca. Pour l'instant, absolument, pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. D'accord. Des études qui ont été faites ne montrent pas la présence du variant sud-africain au Togo. Nous avons collecté encore d'autres échantillons actuellement que nous avons envoyés pour qu'on puisse faire ce qu'on appelle
le séquençage pour qu'on nous dise est-ce qu'on a le variant sud-africain dans Ou notre anglais. pays, ou anglais, ou brésilien, D'accord. pour qu'on puisse savoir quelle est sa proportion. Pour ça. Aujourd'hui, on ne le sait pas, mais il est rapporté qu'il y a eu quelques cas au Nigeria et quelques cas au Ghana. Il y a quelques cas en France, il y en a en Angleterre, il y en a dans les pays européens. Mais ils utilisent le vaccin AstraZeneca. Ils n'ont pas refusé, ils n'ont pas dit, c'est pas parce que j'ai 5% des variants sud-africains par rapport à tout ce qu'on connaît sur le virus que je vais jeter ce vaccin à la poubelle. D'accord. L'autre problème, les effets secondaires. Non mais, les effets secondaires qui ont été observés sur le vaccin AstraZeneca ne sont pas différents des effets secondaires observés pour les autres vaccins. Non. Mieux encore, ces effets secondaires ne sont pas nouveaux par rapport aux vaccins qu'on connaît pour les autres maladies, comme la fièvre jaune, comme la poliomyélite, comme les effets secondaires qu'on observe pour les vaccins en général contre Covid ne sont pas différents des effets secondaires qu'on observe pour tout autre vaccin connu. Donc, maux de tête, vomissement, oui, ça classique. revient. D'accord. Donc, c'est pas à cause de ces quelques effets secondaires qu'on va dire que le vaccin n'est pas bon. C'est connu. Ce sont des effets secondaires que nous appelons mineurs. Mineurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas vacciné quelqu'un et puis il est mort parce qu'il a reçu AstraZeneca. Non, D'accord. il n'y en a pas. Mais est-ce que le vaccin AstraZeneca n'a pas de catégorisation, c'est-à-dire l'âge en fait des patients? Parce qu'il y a certains pays qui l'ont dit. Oui, absolument. Mais évidemment, il y a les Allemands qui ont dit ce vaccin, ils vont le donner aux gens jusqu'à 50 ans. Plus, ils ne vont pas donner. D'accord. Mais il y a des études qui sont sorties cette semaine qui montrent que ce vaccin est efficace chez des gens jusqu'à 65-70 ans. L'OMS a sorti une recommandation. L'OMS, pour le monde entier, c'est la référence dans le domaine de la santé. L'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé a sorti un communiqué clair et net pour dire le vaccin AstraZeneca est efficace pour tout le monde, sans limitation d'âge et sans limitation de région pour la vaccination. C'est les dernières études. Ah oui. Parce que dès le début, il y avait eu un problème par rapport à l'âge. Le début, l'Allemagne, par exemple, a sorti un communiqué que ce vaccin, il va l'administrer uniquement pour les moins de 50 ans. Mais des études complémentaires, des données complémentaires ont montré aujourd'hui que ce vaccin peut être administré sans limitation d'âge supérieur. Évidemment, on sait que les enfants, pour l'instant, ne sont pas concernés par la vaccination contre Covid-19. Et donc, au Togo, toute la population, c'est-à-dire ceux qui seront choisis premièrement, seront vaccinés. Il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de catégorisation. Je vais revenir là-dessus. Oui. Les premières doses de vaccins qui arrivent, ces premières doses sont réservées au personnel médical, tout âge confondu. Il n'y a pas de différenciation. Pas de limitation en termes d'âge pour avoir accès au vaccin au Togo. Et donc, ça serait quand les premières doses, c'est pour quand? Selon les dernières informations, dans les jours à venir, on devrait avoir les premières doses du vaccin AstraZeneca dans notre pays. Et dans les jours qui vont suivre, on va pouvoir démarrer la vaccination. Qu'est-ce qui est fait actuellement pour ça? Il y a la logistique. Où est-ce qu'il faut conserver ce vaccin? On a déjà l'expérience parce que ce vaccin peut être conservé entre 2 et 8 degrés. D'accord. Donc, c'est comme tous les autres vaccins que nous utilisons dans notre pays. Donc, le problème ne se pose pas. On a identifié les sites sur lesquels cette vaccination va se faire. On a identifié, puisqu'on parle de première dose, ceux à qui ce vaccin est destiné. La première cible, c'est le personnel de santé. La liste, elle est faite, elle est disponible. Maintenant, on passe à tout ce qu'on appelle comme outil. Si quelqu'un est vacciné, il faut que la personne puisse avoir une preuve. D'accord, le carnet. Un carnet, par peut-être exemple. Un carnet jaune dédié ou bleu, dédié en tout cas, un carnet. Juste, on est en train de réfléchir par rapport à la couleur, mais il y aura une preuve. La personne doit rentrer chez elle avec une preuve comme quoi j'ai été vacciné. Il y a des documentations qu'on dispose pour tracer tout ce qu'on est en train de dire, les effets secondaires.
si on vous a vacciné, que vous avez des maux de tête, vous avez une fièvre, vous avez tel, vous devez le rapporter, on doit pouvoir le consigner. Donc, toutes ces activités sont en cours actuellement. On est dans la préparation, on attend les premières doses. Alors, professeur Anoumou Danyara, je rappelle que vous êtes bactériologue et virologue et chef du programme national de lutte contre le sida. Le vaccin AstraZeneca protège-t-il contre les maladies ou juste le vaccin protège contre les formes graves? Alors, selon les données disponibles aujourd'hui, le vaccin AstraZeneca protège contre les formes graves de coronavirus. D'accord. Mais c'est ce qu'on avait dit au départ pour le vaccin Pfizer, par exemple. Ouais. Mais des études publiées tout récemment montrent que le vaccin, si je prends le vaccin Pfizer, ouais. montre que ce vaccin protège non seulement contre les formes graves, mais contre aussi les formes mineures et mieux encore contre la transmission du virus. D'accord. Donc, je crois les études qui vont venir, dans les jours ou les mois, vont nous donner plus d'informations sur le bénéfice, le gain que nous aurons quand on est vacciné contre le Covid-19 en utilisant AstraZeneca. L'Angleterre est le pays au jour d'aujourd'hui qui a le plus utilisé le vaccin AstraZeneca dans le monde. Plus de 13 millions de doses. Dans le processus de vaccination. Voilà. Maintenant, comme ils ont mis en place une base de données, on va suivre pour voir est-ce que l'infection diminue dans la communauté qui a reçu ce vaccin, par exemple. Est-ce que ces gens-là font, s'il y en a, est-ce qu'ils font plus de formes asymptomatiques ou pas? Donc, ce sont des informations qui évoluent au jour le jour. Il n'y a rien qui est statique. Et donc, on va alimenter les données dans les jours à venir pour être sûr du bénéfice par rapport à ce vaccin. Et puisque vous avez dit que c'est surtout pour guérir ou bien pour les formes graves. Les données disponibles, c'est pour les formes graves. Pour les formes graves, oui. Est-ce qu'il est donc nécessaire de vacciner les personnes saines qui ne sont pas porteuses du virus? Oui, mais on se vaccine pour ne pas tomber malade. On vaccine les gens qui sont en bonne santé pour que si un jour ces gens se rencontrent le virus, qu'ils ne se retrouvent pas au CHR Lomé commune. Si vous ne le faites pas, vous êtes en bonne santé, vous ne vous vaccinez pas, vous contractez le virus, vous pouvez faire la forme grave et vous retrouver au CHR Lomé commune, sous respirateur. Donc il ne faut pas tomber malade avant de se vacciner. C'est maintenant qu'il faut se vacciner. En étant porteur, en étant sain. En étant sain. C'est ça même la définition de la vaccination. On vaccine ceux qui sont en bonne santé, ceux qui ne sont pas malades, pour qu'ils ne tombent pas malades. C'est le principe de la vaccination. Si je prends la fièvre jaune, on se vaccine contre la fièvre jaune quand on est en bonne santé. Ce n'est pas quand on fait la fièvre jaune. C'est quand on est en bonne santé, on n'a aucun problème, qu'on prend le vaccin. Le vaccin, dans l'organisme, va produire des anticorps protecteurs qui sont là et qui attendent maintenant l'arrivée du virus pour les combattre. Et est-ce que la vaccination évite une nouvelle contamination, une contamination? Voilà, professeur. C'est ce que je dis, c'est des données qui parviendront bientôt. Alors, Israël, la semaine passée, Israël, il faut savoir que c'est l'un des pays qui vaccine le plus au monde. Il y a l'Arabie Saoudite, à part l'Arabie Saoudite, c'est Israël, non, les Émirats Arabes Unis, pas l'Arabie Saoudite. C'est Israël qui suit avec près de 50% de population. Oui, et sur la liste de vaccination, c'est Israël qui est en voilà. tête. Maintenant, on se rend compte qu'ils ont fait une étude sur 7000 personnes vaccinées. On se rend compte que le risque de transmission de virus par cette personne a diminué de plus de 80%. D'accord. Ça veut dire que c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que si nous tous nous sommes vaccinés, il n'y a plus de risque qu'on transmette la maladie. Donc, en gros, la vaccination bloquerait aussi la transmission du virus. D'accord. Et ça, c'est une bonne nouvelle. D'accord. Ça veut dire que si nous tous nous arrivons à nous vacciner,
et qu'on arrive à l'immunité collective, c'est seulement en ce moment qu'on peut envisager l'abandon des mesures barrières. Parce que la question que les gens se posent aussi, on nous dit de nous vacciner et en même temps, on nous dit de rester... Revenir. Ah oui, d'accord. Oui, parce que oui, vous allez enchaîner en même temps parce qu'aujourd'hui, on parle de la vaccination, du vaccin des premières doses qui arrivent par rapport au personnel de santé, après les personnes touchées par la maladie, ceux qui font des formes graves et tout. Mais aujourd'hui, on nous demande également... pas les personnes touchées par la maladie. Les personnes âgées... Voilà, et les personnes à risque, les personnes âgées, les personnes qui ont une comorbidité, c'est-à-dire l'hypertension, diabète, obésité, oui, etc. Parce que ces gens on s'est rendu compte que ce sont ces gens qui font les formes graves. Qui ont été beaucoup plus touchés quand le virus est apparu. C'est eux qui font les formes graves, pas plus touchés. C'est eux qui... C'est-à-dire si vous prenez un jeune de 20 ans qui n'a pas de comorbidité et un adulte de 70 ans qui est diabétique ou hypertendu, le jeune va faire ce qu'on appelle une forme asymptomatique, sans signe. Il ne développe pas de signe. Rien du tout. Il fait ses activités, il joue au football, il vient, il mange 3-4 fois par jour, il s'en fout. Mais la personne de 70 ans et plus qui est hypertendue, par exemple, va faire la forme grave. D'accord. Il va se retrouver au CHSF. Sous assistance respiratoire. Voilà. D'accord. Alors, par rapport à ce vaccin, est-ce qu'il faudrait encore, quand on est vacciné, respecter les mesures barrières, toujours porter le cache-nez, pour l'instant. La distanciation sociale, le lavage des mains, l'utilisation du gel hydroalcoolique et tout? Oui. Comme je viens de le dire, au tout début, les études qui ont été menées ont montré que quand vous êtes vacciné, vous n'allez plus faire les formes graves de la maladie. Et ces études nous disaient en ce moment que celui qui est vacciné peut continuer par transmettre la maladie. S'il est contaminé, il va faire la forme asymptomatique, la forme sans signe, mais peut transmettre à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on nous dit toujours de garder les mesures barrières. Mais les données actuelles, les données nouvelles, nous montrent que celui qui est vacciné peut ne plus transmettre la maladie. D'accord. Mais comme on n'a pas encore fait une étude à grande échelle sur une grosse population, et comme beaucoup de gens ne sont pas encore vaccinés, il vaut mieux qu'on garde les mesures barrières, qu'on continue par étudier, faire des études sur ceux qui sont vaccinés, pour savoir est-ce qu'à la longue, si on est vacciné, on ne pourra pas se débarrasser de ces mesures barrières. Israël encore a montré que depuis qu'ils ont commencé la vaccination, ils ont démontré que le nombre de nouvelles infections commence par baisser. Ça veut dire que la vaccination agit également sur la transmission. Mais on ne va pas tout de suite dire que c'est bon, enlever tout est réglé. Non, on continue par faire des études et dans les mois qui vont venir, on aura des données qui sont plus fines, des données qui sont plus précises sur aussi bien l'efficacité du vaccin et la réduction de la transmission de l'infection due à l'effet du vaccin. D'accord. Alors, professeur, il est demandé dans certains pays et certains spécialistes demandent à ce que les citoyens doublent le cache-nez, le masque de protection. Est-ce que vous pouvez donner une explication par rapport à cela? On pense que les masques chirurgicaux ont une protection de près de 60-70%. Les masques FFP2 et N95 ont une protection qui vont jusqu'à 95%. Si vous portez ces masques, le risque d'être contaminé est extrêmement faible, sinon nul. Mais si vous portez les masques chirurgicaux, le risque de contamination n'est pas égal à 0. Donc si vous doublez le masque, vous augmentez votre chance de ne pas être contaminé. Mieux encore si ce sont des masques artisanaux. Comme ce que nous portons actuellement. Voilà, qu'on n'a pas évalué. On ne sait pas, est-ce que ça protège pour 20%? Est-ce que ça bloque 20% des virus ou 40% ou 60%? Surtout qu'on n'a pas fait d'études là-dessus. D'accord. Si vous avez la possibilité de porter 2 masques, ça ne gêne pas du tout. Du moment où ça vous permet de respirer. C'est ça qui est important. Voilà. Quel que soit le masque qu'on doit porter, est-ce que j'arrive à respirer?
Si vous mettez les 2 masques et que ça ne vous gêne pas et que vous arrivez à respirer naturellement, c'est bon, ça peut contribuer à réduire le risque de transmission. Nous marquons une pause et nous revenons juste après. Vous écoutez Radio Djena sur www.radio.djena.tg. Nous parlons du vaccin choisi par le Togo contre le coronavirus avec le professeur Anoumou Danyara. Il est bactériologue, virologue et chef du programme national de lutte contre le sida. Alors, professeur, nous allons revenir beaucoup plus sur la campagne de vaccination au Togo. Vous avez donné des détails au début, comment se fera la vaccination, mais le début, c'est les personnels de santé. Maintenant, quels sont les centres choisis? Comment le processus est établi au Togo? Alors, les centres choisis, le processus n'est pas encore complètement finalisé. D'accord. On dispose aujourd'hui de la liste des gens qu'il faut vacciner. On a demandé aux formations sanitaires et aux mairies de faire des propositions pour les centres qui seront retenus pour la vaccination. Dans tous les cas, dans un district sanitaire donné, il y aura au moins un centre de vaccination. Les formations sanitaires classiques, si je prends le CHU Sylvanus Olympio, le CHR, le CHU Campus, l'hôpital de Baie, ces gros sites, ces gros centres seront des centres de vaccination pour le personnel. Parce que ça va faciliter le travail. Dès que vous êtes dans ce centre, vous vous déplacez pour aller dans le service qui est retenu, vous serez vacciné. Et dans chaque préfecture, il y aura, nous les appelons les districts sanitaires, il y aura des centres de vaccination dans ces districts-là pour rapprocher le site de vaccination du personnel de santé à vacciner. D'accord. Et maintenant, après le personnel de santé, quelle cible va suivre? Après le personnel de santé, nous avons identifié tous ceux qui ont une comorbidité, c'est-à-dire les personnes qui sont infectées par le VIH par exemple, les personnes qui sont des hypertendus, qui ont la tension, comme on le dit en termes simples, les personnes qui ont le diabète, les personnes qui ont des maladies respiratoires, c'est ce qu'on appelle des comorbidités. À part ces personnes, ce sont tous ceux qui sont âgés de plus de 50 ans dans notre pays seront considérés comme des personnes à risque qu'il faut vacciner prioritairement. Donc, comorbidité et l'âge ont été utilisés pour identifier les autres personnes à vacciner. Pourquoi les enfants ne sont pas concernés par cette campagne? Voilà, à ce jour, quand vous regardez sur le plan mondial, les enfants ne sont pas vaccinés contre le coronavirus. Donc, comme le Togo s'inscrit sur les directives internationales, nous faisons comme tout le monde, c'est des jeunes à partir de, je pense à partir de 18 ans, on a accès au vaccin. Il y a plusieurs raisons. En fait, les enfants, selon des études qui sont disponibles, il n'y en a pas beaucoup. Les enfants font très peu de formes graves de coronavirus. D'accord. Les enfants peuvent faire le coronavirus, on est d'accord, mais la plupart du temps, ce sont des formes asymptomatiques, sans signe. Et donc, et les vaccins qui sont disponibles aujourd'hui, ces vaccins n'ont pas été testés chez les enfants, pas encore. Tous les vaccins disponibles aujourd'hui, leur efficacité a été évaluée chez les adultes. Efficacité, effet secondaire, c'est chez les adultes qu'on a fait des tests. On n'a jamais fait de tests chez les enfants. D'accord. Du moment où ce n'est pas encore fait, on ne peut pas le leur administrer comme ça. Il faut faire encore d'autres études d'abord pour savoir si les enfants peuvent être vaccinés ou pas. Vous avez parlé des personnes qui vivent avec, qui ont des comorbidités, c'est-à-dire vous avez le diabète, l'hypertension. Mais pour se faire vacciner, qu'est-ce qu'ils doivent apporter comme preuve? Parce qu'on ne peut pas se lever comme ça et venir évidemment. Et dire je suis diabétique, je suis hypertendu. Ça ne va pas se faire comme ça. D'accord. C'est des gens qui sont suivis par des médecins ou par des cabinets médicaux ou par des hôpitaux. Donc, ce sont ces structures qui doivent certifier
que cette personne a une comorbidité. Sinon, Kodiovi peut se lever et se pointer pour dire je suis diabétique, il faut me vacciner. Non, vaccin. il faut faire suffisamment confiance aux médecins qui suivent ces patients, qui doivent certifier pour dire oui, cette personne fait partie de ce groupe. Mais tout ça là, c'est parce que peut-être on ne va pas avoir assez de vaccins. Si on a assez de vaccins et qu'on met la barre à plus de 50 ans, je pense que ça couvre en même temps aussi bien les patients ayant une comorbidité que les patients âgés de plus de 50 ans. Mais en tout cas, les médecins doivent être s'impliquer pour pouvoir dresser la liste des gens qui ont des comorbidités. Quand nous, on a fait la liste, par exemple, des médecins, même du personnel, on précise est-ce que vous avez une comorbidité ou pas. Mais comme c'est des gens qui sont dans le domaine médical, c'est encore un peu plus facile. Oui, maintenant, quand on prend à l'intérieur du pays, les centres de santé qui y sont, est-ce qu'ils ont du matériel nécessaire pour pouvoir conserver d'abord le vaccin et pouvoir vacciner les citoyens concernés? Alors, il faut savoir qu'au Togo, on vaccinait déjà depuis plusieurs années. Le Togo est l'un des pays qui a le taux de vaccination des enfants très élevé. Et ces vaccins sont conservés dans les réfrigérateurs. Et les sites de vaccination couvrent pratiquement correctement le pays. On ne reste même pas au niveau des capitales des villes seulement, d'une façon décentralisée. Dans les centres médicaux, sociaux, même dans les USP, on a la capacité pour vacciner les gens. Nous avons la chance que le vaccin qui arrive au Togo, qui est le vaccin AstraZeneca, en tout cas les premières doses, c'est un vaccin qui se conserve entre 2 et 8 degrés. Les autres vaccins qu'on utilisait avant se conservaient également entre 2 et 8 degrés. Donc on va se baser sur le système de vaccination qui existait avant pour distribuer et stocker au niveau des districts, au niveau des formations sanitaires, le vaccin AstraZeneca. Il n'y a aucun problème pour la conservation et la distribution du vaccin AstraZeneca pour le Togo. Il n'y en a pas du tout. D'accord. Le problème se poserait si c'est le vaccin Pfizer qui est conservé à moins 80 degrés. Mais ça aussi, quand on a fait l'évaluation, le Togo dispose de plus de 10 congélateurs moins 80 pour la conservation de ce vaccin. Et les chiffres qui ont été annoncés au départ, qui étaient de nous accorder 20 000 vaccins Pfizer de moins 80 degrés, un seul congélateur suffisait pour le conserver. D'accord. Donc on a la capacité pour... Aujourd'hui, moi je peux vous dire que le Togo a la capacité pour conserver n'importe quel vaccin et le distribuer. Alors, quelle est la formation qui se fait au niveau des spécialistes de santé pour qu'au cours de cette campagne de vaccination, qu'il n'y ait plus d'autres nouvelles contaminations? Vous avez compris un peu l'inquiétude? Si on vaccine le personnel de santé, dont le chiffre tourne autour de à peu près 40 000 personnes, ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de transmission de coronavirus dans le pays. Parce que c'est uniquement le personnel de santé. Il y a tout le reste de la population qu'il faut vacciner. Donc ça va être progressif. Pour qu'on puisse tous arriver à ce que nous appelons l'immunité collective. Pour arriver à l'immunité collective, il faut vacciner 70% de la cible. Donc ce n'est qu'une partie. Ça va soulager évidemment le personnel de santé qui ne va plus tomber malade. Et maintenant, mieux prendre soin des patients qui vont arriver, que ce soit les patients Covid-19 ou autres patients, parce qu'on est maintenant protégé pour faire face aux défis sanitaires. Et dès que les autres quantités vont arriver, la population va continuer par se vacciner. Alors, vous êtes le responsable du programme national de lutte contre le sida. Aujourd'hui, depuis l'avènement de ce virus-là, quelle est la situation du sida dans le pays? Alors, au tout début de la crise sanitaire, vous savez, nous tous, nous avons été pris de court. Et c'est évident, nous avons été pris de court. D'abord, les personnes vivant avec le VIH devaient venir à l'hôpital
chaque mois pour chercher les médicaments. Alors, les gens se disent, c'est à l'hôpital qu'on s'infecte avec Covid-19. Donc les gens, ils ne venaient pas pour chercher leurs médicaments. Il y a des gens qui devaient venir pour faire les dépistages. Les gens aussi ne venaient. Donc il y a eu un ralentissement des activités de lutte contre le VIH-Sida et nous avons aussi été confrontés à quelques difficultés d'accès aux médicaments. Aux antirétroviraux qui sont fabriqués essentiellement en Inde et en Chine. Comme ces pays ont été fortement touchés par l'infection à VIH, les entreprises qui fabriquaient ces médicaments, il y a certains qui ont fermé, il y a certains qui travaillaient avec des effectifs réduits. Donc ça a eu quand même un peu d'impact sur la continuité du traitement. Mais au jour d'aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. D'accord. Nous avons suffisamment de médicaments pour prendre soin des gens. Nous avons suffisamment de tests de dépistage. L'affluence a repris parce qu'on a fait beaucoup de campagnes avec l'appui de l'ONU-SIDA et d'autres partenaires. On a fourni également tout ce qu'il faut pour la prévention en termes de gants, en termes d'eau, de solutions hydroalcooliques ou de dispositifs de lavage de mains. Ça a rassuré les personnes vivant avec le VIH et le travail se fait normalement, il n'y a pas de souci. Quelle est la prévalence au Togo? On est autour de 2%, 2,1% de l'infection à VIH. Nous avons mis sous ARV au jour d'aujourd'hui. Les derniers chiffres tournent autour de 80 000 personnes qui sont sous ARV dans notre pays. Et vous savez, quand vous êtes sous traitement, c'est un traitement à vie. Oui. On n'arrête pas le traitement. Et chaque année, le chiffre ne fait qu'augmenter. Et nous avons besoin par an au moins entre 5 et 7 milliards de francs CFA pour assurer le traitement, la continuité du traitement ARV dans notre pays. Et le Fonds mondial, qui est notre partenaire majeur, nous vient en aide pour l'achat des ARV et des réactifs pour appuyer l'État qui contribue aussi énormément à l'achat de ces ARV. Est-ce que ces personnes, puisque vous êtes au niveau du programme, n'ont pas été touchées par le coronavirus, par des infections? Très peu. Moi, au tout début, j'avais fait des études où on demandait au centre où les gens sont pris en charge de regarder au cours de l'interrogatoire, de demander aux gens est-ce qu'il y en a qui sont infectés par le VIH. Mais c'est très peu, pas beaucoup. Il y a 3-4 mois, on était encore à 7-10 personnes infectées par le VIH. Donc ça ne les touche pas plus. La transmission est la même pour tout le monde, qu'on soit infecté par le VIH ou pas. Si vous prenez les mesures barrières sont efficaces pour tout le monde, VIH ou pas VIH. Et donc, par rapport au vaccin, j'ai vu qu'on a constaté que dans la liste des comorbidités, tout ça, ils ne sont pas cités. Absolument, ils sont cités. Est-ce qu'ils sont concernés? Ah ben oui, ils sont cités. Les personnes vivant avec le VIH sont considérées comme des personnes ayant une comorbidité et doivent avoir accès prioritairement au vaccin contre Covid-19. C'est écrit noir sur blanc dans toutes nos directives. Comorbidité au même titre que celui qui a le diabète, comorbidité au même titre que celui qui a l'hypertension. Donc ces personnes sont prioritaires. S'il y a une personne infectée par le VIH et une personne non infectée par le VIH, s'il y a une seule dose, il faut le donner à celui qui est infecté par le VIH. Donc, les personnes touchées par le VIH également sont concernées par la campagne. La première dose de vaccination? Non, la première dose, c'est pour les spécialistes de personnel mais de santé. Donc, il n'y aura pas assez pour commencer par les personnes touchées qui ont des comorbidités. C'est juste pour... les premières doses qui vont arriver... Uniquement le personnel de santé, mais les nouvelles vont très vite. On a appris que très rapidement, il y a une quantité qui va suivre et cette quantité sera réservée aux patients ayant des comorbidités. D'accord. Au niveau de la lutte contre le sida, comment pensez-vous? Quelles sont les actions qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir réduire ces infections-là au Togo? L'infection à VIH, oui. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées. Déjà, mettre tous ceux qui sont infectés par le VIH sous ARV, quand vous les mettez sous ARV,
c'est la première mesure c'est considéré comme la première mesure de prévention de la transmission du VIH aujourd'hui. Donc, notre objectif numéro 1, quand on dépiste quelqu'un séropositif, le lendemain ou le jour même, la personne doit bénéficier des ARV. Parce que si vous êtes sous ARV, vous n'allez plus transmettre l'infection. D'accord. Avant, on pensait que c'est uniquement le bénéfice, c'est uniquement pour celui qui est malade. Mais c'est pour la communauté aussi. Dès que vous êtes sous ARV, votre charge virale, elle est descendue, elle est basse, vous ne transmettez plus votre infection. C'est la même chose que nous faisons dans ce que nous appelons la PTME, la prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Donc, toutes les femmes enceintes séropositives, et ça c'est depuis des années, toutes les femmes enceintes séropositives sont immédiatement mises sous ARV pour qu'il n'y ait pas de contamination du bébé. Et on a de très bons taux. Maintenant, la nouveauté, à partir de cette année, c'est qu'on va donner des ARV à des gens qui ne sont pas malades, qui ne sont pas infectés par le VIH, pour que s'ils rencontrent après le virus... Une personne atteinte, d'accord. Qui ne se contamine pas. C'est ce qu'on appelle la prophylaxie pré-exposition. Prophylaxie, c'est-à-dire que vous êtes adulte... Vous prévenez en fait. Voilà, on vous donne les ARV. Pour vous prévenir d'une infection. Voilà, et ça c'est réservé pour un certain nombre de catégories, c'est pas pour tout le pays. Ah d'accord. On ne va pas donner à toute la population togolaise la PrEP, non. Il y a des populations cibles qu'on connaît, comme les prostituées, les personnes professionnelles de sexe. Les professionnels de sexe, comme les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, comme les prisonniers par exemple, et comme ceux qui vivent dans un couple sérodiscordant. Ça veut dire quoi? Dans un couple, il y a un des membres qui est positif. C'est-à-dire les populations clés. Voilà. Population clé. Très bien, c'est le terme population clé, plus les couples sérodiscordants, quel que soit le couple. D'accord. Voilà, donc, c'est des cibles, en fait, ce n'est pas pour tout le monde. On ne va pas donner à tout le pays. C'est comme le vaccin également contre le coronavirus. Voilà. Alors, on a constaté, par rapport au coronavirus, on a constaté qu'il y avait le couvre-feu dans la région de la Savane, mais le couvre-feu a été levé. Qu'est-ce qui a été constaté sur le terrain, professeur? Il y a 2-3 semaines, quand vous regardez les chiffres de contamination dans la région des Savanes, on est à plus de 15, 20, 30 par jour dans cette région-là. C'est la raison pour laquelle le couvre-feu a été mis en place. Couvre-feu et restriction de circulation. Oui. Ce sont des mesures draconiennes. Ce sont des mesures qui nous privent d'un certain nombre de libertés, mais ce sont des mesures qui sont très efficaces pour maîtriser et contrôler l'épidémie. Quand vous regardez les chiffres, moi j'ai regardé encore hier les chiffres de la région de Savane, c'est 3-4 cas seulement dans cette région pour toutes ces préfectures. Ça veut dire que le travail a été fait, l'émergence des chiffres, là, ça s'est éteint. La contamination a baissé, la contamination a baissé drastiquement. Donc, on lève les mesures restrictives pour que les gens puissent vivre comme avant. L'objectif des couvre-feux ou des mesures restrictives, ce n'est pas d'arriver à 0 cas. Non. C'est de réduire la charge. C'est de réduire, puisqu'on est là et puis d'un seul coup, on a 60 cas par semaine dans la région. L'objectif de ces mesures, c'est de revenir à la situation d'avant qui est de 2, 3 cas, 4 cas. Là, l'épidémie est sous contrôle, ça. Et depuis quelques semaines, est-ce que vous avez constaté qu'il y a une régression au niveau des chiffres au Togo? Oui. La semaine qui vient de finir, c'est la semaine où on a obtenu plus de cas au Togo depuis que l'épidémie a commencé. Plus de 409 ou 410 cas. Il y a une augmentation, oui, il y a un pic. La semaine passée, la semaine qui vient de finir, là, c'est la semaine où on a observé plus de cas au Togo. Et la raison, c'est quoi? La raison, c'est le Grand Lomé. Le Grand Lomé à Gouin et Golfe, il y a des jours où vous avez 60 cas dans la ville de Lomé. Il y a des jours où vous avez 65 cas, etc. C'est ça qui fait. Il y a quelques autres foyers actuellement, notamment à Nangbetou, où on a constaté qu'il y a un cluster, c'est-à-dire un nombre de cas élevé.
dans cette zone-là, dans une entreprise là-bas. D'accord. Et à l'hôpital d'Aneho, il y a quelques cas, il y a un petit foyer là-bas aussi. Et à Sokodé, il y a également un petit foyer. Scolaire. Voilà. D'accord. Et quelles sont les dispositions prises pour ces zones qui sont... Pour l'instant, on a renforcé les mesures, les surveillances, parce que le chiffre, j'ai dit, chaque fois qu'on doit prendre une mesure, il faut l'analyser pour voir que ça s'adapte. On constate que les chiffres augmentent, on met tout de suite des mesures pour dire, il faut qu'on renforce les mesures barrières, il faut que les dispositifs de lavage de mains fonctionnent, on fait des sensibilisations. C'est ce qui est en train d'être fait. Ces chiffres ne nécessitent pas encore la mise en place de couvre-feu, etc. Donc, on renforce la lutte contre la maladie dans ces zones et on suit. Si jamais ça augmente plus que ça, d'autres mesures vont venir. Alors, professeur, quel est votre message aujourd'hui pour finir à l'endroit de la population, surtout concernant ce vaccin, puisqu'il y a des réticences au niveau de la population et tout? Comme j'ai toujours eu à le dire, le moyen le plus sûr, le moins coûteux, le plus accessible à nous tous pour mettre fin ou du moins contrôler l'épidémie de coronavirus, c'est la vaccination. Et aujourd'hui, les vaccins, tous les vaccins qui sont disponibles sont efficaces. La preuve, le vaccin AstraZeneca est efficace et utilisé par plusieurs pays. Même si en Afrique du Sud, on est en train de voir que le variant dans ce pays est plus résistant à ce vaccin, cela n'empêche pas que ce vaccin n'est pas bon. Ce vaccin continue à être... Plus nous allons nous vacciner très rapidement, plus on va couper court à l'émergence des variants. Donc moi, j'invite tous les Togolais, s'ils ont accès à la vaccination, il faut aller se vacciner. Merci beaucoup, professeur Anoumou Daniel, d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir était pour moi. Alors, je rappelle que vous êtes bactériologue, virologue et chef du programme national de lutte contre le sida au Togo. Merci à vous, chers auditeurs de Radio Djena, de nous avoir suivis. Ainsi s'achève cette émission. Je suis Djibouali Edwige Apedo, Rémi Ompati a assuré la mise en onde.